Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Shlomo Sand. Comment le peuple juif fut inventé. Flight number 2, arriving from New York. Shlomo Sand, je suis très content de vous rencontrer parce que on a l'impression un peu en France que notre espace intellectuel, médiatique se réduit, que la contestation se réduit à un conflit entre les bonnets blancs et les blancs bonnets. Et là, on a un livre sous les yeux, Comment le peuple juif fut inventé, qui tout d'un coup élargit cet espace qui est en train de se réduire et qui amène de l'audace, de la contestation. Et ça me semble nécessaire. Alors évidemment, on va parler du titre, mais d'abord on va parler un peu de vous. Vous êtes historien, vous êtes israélien, vous nous connaissez bien, vous avez vécu en France, je crois, vous avez fait... Oui, j'ai terminé mes études de doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris. Oui. Et voilà, j'ai certains côtés un peu français. Alors vous commencez un livre avec un titre pareil, Comment le peuple juif fut inventé, et vous parlez de vous. Vous dites, voilà qui je suis là, à travers une succession de portraits de personnages comme ça. On voilà un autre, et tout ça, ça s'emboîte pour dire un peu d'où vous venez. Et oui, c'est-à-dire j'essaie de ne pas parler directement sur moi parce que ça peut être ennuyeux, mais je parle sur le monde qui m'a entouré, c'est-à-dire dans ma propre biographie, et aussi j'essaie de donner raison à le discours historique qui va venir après. C'est-à-dire j'essaie d'écrire de où je parle. C'était important pour moi expliquer, c'est-à-dire découvrir les cartes avant d'entrer en vif du sujet, dire voilà, je parle de cette place-là. Je suis d'origine juive, je suis israélien, et mes parents sont venus de l'Europe, et voilà, j'ai raconté. Comme j'ai grandi, j'ai raconté, comme on dit, les autochtones, c'est-à-dire les Arabes. Et après, j'ai raconté aussi des Juifs français. Tout ça, j'essaie, avec des petites anecdotes, d'écrire dans le préface des livres. Oui. Alors, le livre est sorti il y a quelques mois déjà en Israël. Oui. En hébreu. 7-8 mois, oui. 7-8 mois. Et c'est un best-seller, c'est un succès. Oui, c'est une surprise. Oui. Ça vous surprend? Oui, beaucoup, parce que j'imagine que j'ai beaucoup de fautes dans les livres, parce que c'est le sujet tellement large, mais les plus grandes fautes que j'ai commises en début, que je dis que je crois qu'il y aura très peu de gens qui vont les lire. Parce que le sujet est tellement controversé, pas facile, mettre cette question, comment on a fait inventer le peuple juif. Donc je pensais qu'en Israël, la réaction sera complètement négative, il y aura très peu de lire, et voilà, 19 semaines, un best-seller en Israël, vraiment une surprise. Ça montre une chose. Peut-être nous sommes aussi, comme la France, une société coincée, mais avec un peu plus de curiosité peut-être. Oui, il y a beaucoup d'ouverture, on peut discuter en Israël. C'est-à-dire, vous savez, si quelqu'un lit les livres, je dis qu'Israël n'est pas vraiment un pays démocratique dans le sens classique des termes, mais c'est un pays pluraliste et libéral dans le sens que la vie intellectuelle et culturelle reste toujours assez vivace, curieuse, et voilà, le livre a trouvé sa place. Alors vous posez une question à travers le titre, Comment le peuple juif fut inventé, mais après tout c'est une question qui peut être posée à n'importe quel peuple. Exactement. Par exemple, au hasard, le peuple français. Voilà, je crois aussi qu'il y a 500 ans, le peuple français n'a pas existé. Et à la fin du 19e siècle, comme Lavis a commencé à écrire et tout ça, les manuels, et en créant un peuple français imaginaire qui commence avec Clovis, c'est aussi une invention. Donc, c'est à propos des peuples juifs, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'on a inventé le peuple français vers l'arrière, on a inventé le peuple italien jusqu'à l'Empire romain, on a inventé le peuple allemand jusqu'à les Teutons, on dit Teutons. Oui. Les Teutons, oui. Voilà, oui. donc je crois aussi qu'on a inventé le peuple juif. Quelle est la nécessité de cette invention? Parce qu'il faut ça permet la construction et la cohésion de chaque peuple. Pour créer des nations modernes, à certains moments, les classes politiques et intellectuelles ont eu besoin, parallèlement à cette création de la culture immédiate et unifiée,
il fallait créer un imaginaire vers l'arrière pour renforcer l'identité moderne de l'État national. Et voilà, donc les mouvements nationaux ou l'État national ont créé un imaginaire vers l'arrière en disant nous sommes ici 1000 ans, 2000 ans avec les judaïsmes modernes. C'est-à-dire avec le recul de la religion juive et le début de la naissance des mouvements nationaux et sionistes, plus en plus, on a commencé à construire, à mon avis, une histoire et une historiographie imaginaire d'un peuple juif qui était créé à l'époque biblique et à certains moments était exilé, a commencé à errer, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour, retourné en Palestine. Voilà. Oui. Donc j'ai essayé de montrer et pas après pas, comment s'était construit cet imaginaire historique. C'est une déconstruction, votre bouquin est une déconstruction. Oui, une déconstruction sur une construction qui était faite à la deuxième moitié du XIXe siècle. Et dès maintenant, je voudrais souligner, je ne dis pas que le judaïsme n'a pas existé. Je ne dis pas que la religion juive n'a pas existé. Je pense que la nation, l'idée des peuples races aux peuples d'une même origine juive, c'est une invention, une pure invention de deuxième partie du XIXe siècle. Au contraire, vous dites que la religion juive, le judaïsme, a été particulièrement tenace et vivace tout au cours de l'histoire. J'essaie dans le livre de montrer que le judaïsme était le premier monothéisme prosélytique. Et grâce à cet prosélytisme, il est devenu une religion très importante dans le monde occidental et à mon avis à la base de tout le monothéisme qui va venir après. Mais cette religion, c'est aussi une religion prosélytique. Il voulait être prosélytique et grâce à cet prosélytisme, il y a eu tellement de juifs dans le monde. Voilà, on continue avec Shlomo Sand pour son livre « Comment le peuple juif fut inventé » qui vient de sortir chez Fayard. Je rappelle que Shlomo Sand est professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Alors, on va essayer d'avancer pas à pas dans votre travail. Vous remettez en cause l'histoire du peuple juif telle qu'elle existe en Israël, par exemple, et telle qu'elle est enseignée aussi en Israël. Vous êtes toujours en guerre contre l'enseignement dans votre pays, et puis telle qu'elle existe aussi dans nos esprits à nous. C'est-à-dire moi je suis sûr que depuis longtemps, non pas depuis toujours, mais depuis longtemps, que voilà, les Juifs ont été chassés de leur terre et qu'ils ont erré, les Juifs errants, et puis ils sont montés à travers la Russie, et puis jusqu'en Pologne, en Allemagne, en France, etc. D'une part, et d'autre part, ils sont passés par l'Afrique du Nord, le Maghreb, jusqu'à l'Espagne, en refluant, etc. Toujours en voyage. On a les Ashkénazes, on a les Séfarades, et puis il se trouve certains qui étaient, je sais plus très bien pourquoi, parce que je connais pas cette histoire par cœur, mais enfin, les uns en Irak, les autres dans le Yémen, les autres en Afrique, etc. Mais en tous les cas, c'est un peuple chassé, exilé, dispersé. En diaspora. En diaspora, voilà. Et qui, tout légitimement, à un moment de son histoire, au XIXe siècle, éprouve le besoin de revenir sur sa terre originelle, et puis voilà, qui existe aujourd'hui à travers l'État d'Israël. Et vous nous dites, tout ça n'est pas tout à fait vrai. Ouais. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, premièrement, vous savez, une simple question. Tout le monde croit que le peuple juif était exilé à 70 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire, Titus, l'empereur romain, a détruit le temple et a exilé le peuple juif. C'est la base de tous les savoirs sur le judaïsme à travers l'histoire. Et voilà, je me souviens arriver à ce chapitre. Demander, est-ce qu'on a exilé les juifs au début de notre ère? Et soudain, je commençais à chercher des livres de recherche. Je n'ai pas trouvé un livre de recherche sur l'acte d'exil du peuple juif. Vous pouvez imaginer, l'acte fondateur de l'existence juive dans l'histoire n'est pas un sujet de recherche. C'est incroyable. Un livre, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu, qui parle sur les façons qu'on a exilé le peuple juif. Je m'a lancé dedans et j'étais surprise. Vous savez, on peut dire, voilà, c'est les Shoah number one pour les Juifs, c'est-à-dire cet acte d'exil. Mais cet acte d'exil n'a pas eu lieu. En cherchant, j'ai découvert que ce mythe chrétien du XIIIe siècle, qui a commencé à développer des idées,
que les Juifs étaient exilés de leur terre de Palestine ou de Judée. C'est un mythe chrétien de Justinus, des martyrs d'ailleurs, qui a commencé l'idée que les Juifs étaient punis par Dieu à cause de leurs rapports avec les messies, etc. Et à certains moments, le judaïsme talmudiste adopte cette notion d'exil et ça commence à être une façon d'être dans l'histoire, dans le monde exilé. Mais les Juifs n'étaient pas exilés. Les Romains n'ont pas exilé des peuples à cette côté de la Méditerranée du tout. Et pourtant, ça fait partie des choses qui semblent certaines. Oui, mais moi-même, il y a 4-5 ans, j'ai cru toujours que les peuples juifs étaient exilés, mais les Romains n'ont pas eu de moyens de transport d'exiler un peuple entier. C'est une légende qui était adoptée, était ancrée dans l'histoire. Et à l'époque moderne, c'était justement la justification des retours des Juifs en terre de Palestine. Maintenant, l'exil n'a pas eu lieu. Même pas une émigration massive des Juifs hors de Palestine. Même pas ça. Donc il y a deux questions qui ont de rapport. De où viennent les Juifs et qu'est-ce que sont devenus les habitants de Palestine s'ils n'étaient pas exilés. Et voilà une autre surprise. Je fuis comme ça dans les livres des premiers sionistes comme Ben Gurion, comme Ben Tzvi. Ben Tzvi, c'était le deuxième président de l'État d'Israël. Ben Gurion était le chef d'État. Jusqu'à 1929, dans leurs écrits, les vrais héritiers des anciens juifs de l'époque antique, c'est les Palestiniens. J'essaie de montrer, il y a des références, si quelqu'un ne me croit pas, qu'il ouvre le livre. Ben Gurion écrit dans les années 20 du 20e siècle, que les vrais descendants des anciens juifs, c'est les Palestiniens. En arrivant en Palestine, ils ont croyé que les paysans arabes, ils sont vraiment ceux qui ont resté de l'époque ancienne. D'ailleurs, bon, je ne sais pas sûr que c'est exact ou non, mais une chose est évidente. S'il n'y avait pas d'exil des Juifs, qu'est-ce que sont devenus les habitants de l'ancien Judée? Bon, à certaines époques, ils se christianisent avec le christianisme et c'est presque sûr que le 7e siècle, la plupart d'entre eux prennent l'islam avec l'arrivée des Arabes des déserts. Et je crois que la plupart des populations juives anciennes s'islamisent et restent dans le pays. Bien sûr, mélangés avec chaque concurrent. Mais, si vous voulez savoir les paradoxes dans l'histoire, et je répète, après Ben Gurion, après Ben Tzvi, après Borochov, c'est une autre grande théoricien du sionisme, les paysans de cette terre sont les vrais héritiers de l'ancien judaïsme. Vous pouvez imaginer dire ça en Israël en 2008, dire que probablement, d'ailleurs, je suis sûr que les Hamasniks, c'est-à-dire les gens de Hamas, probablement ne vont pas l'aimer aussi. Cette idée que probablement... Ils sont d'origine juive, oui, ça va pas leur plaire. Voilà. C'est fait un peu un désarroi. Bon, de toute façon, les Juifs n'étaient pas exilés. Et j'ai pu prouver ça dans le sens que, bon, il y avait des migrations. De où viennent les Juifs? S'ils ne sont pas des véritaires des anciens Judées. Voilà. Dans le livre, je suis les étapes de la diffusion du judaïsme autour de la Méditerranée. Et je découvre, premièrement, après les écrits des classiques romains, etc., et après aussi les vestiges de Talmud, etc., que le judaïsme était une religion prosélytique. Et à l'époque des Maccabéens, le prosélytisme était fait par la force. C'est-à-dire, cet royaume qui a eu l'épée a converti par force tous les voisins. Donc le judaïsme commence comme religion, si vous voulez savoir, à partir des Maccabéens, comme religion prosélytique qui impose les foi juifs à tous les voisins autour de Judée. Et après, ça devient, comment dire, les choses, avant que le christianisme développe, c'est le judaïsme à la mode. C'est-à-dire, les écrivains romains ont peur du judaïsme, c'est-à-dire les conversions au monothéisme juif. C'est très populaire autour de la Méditerranée. Et je crois, plus en plus, en écrivant ce livre, que la plupart des Juifs s'est convertis. Bon, et en plus de ça, de cette conversion du monde antique, il y avait aussi des royaumes que j'ai découverts. Vous savez, il y a 10 ans, je ne savais pas qu'à les régions que le Yémen se trouve aujourd'hui, il y avait un royaume juif
et 150 ans, 140 ans, un royaume juif très, très fort qui s'appelle Chémia. Chémia, oui. Chémia, voilà. Et vous savez, les juifs yéménites, ce n'est pas les brises de la mer Rouge qui a fait qu'ils ont des cheveux tellement jolis, hein. C'est-à-dire, c'est des gens de la région. Les juifs yéménites sont des descendants de ce royaume juif très fort qui s'est judaïsé au 5e siècle de notre ère. Qui s'est converti au judaïsme à un moment. Oui, un royaume entier. Oui. Bon. Et bon, nous savons aussi au nord d'Afrique, le judaïsme chez les Berbères, qui était populaire à certaines époques, phéniciens et après berbères. Et tout le monde au nord d'Afrique connaît l'histoire de Caïna. Oui, tout à fait, la reine juive Caïna. Et la résistance juive en face d'invasion musulmane. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que ces berbères se convertissent au judaïsme pour résister à la poussée arabe qui pousse C'est-à-dire, il prend le judaïsme avant que l'islam arrive. Et après... Comme moyen de se défendre. Oui. Pour avoir une cohésion. Oui, c'est d'ailleurs, elle a fait un royaume à certaine époque. Et une grande partie des juifs nord-africains, c'est d'origine berbère et arabe. Et si quelqu'un n'accuse pas que je suis ashkénaze, et donc j'accuse de tout le monde d'être converti, et je crois aussi que les ashkénazes, les choses qu'on appelle ashkénazes, sont des gens convertis. C'est-à-dire quoi? Mais sinon, on va voir les séfarades sur le dos. Alors. Oui, exactement. Donc, j'ai dit ouvertement, ce n'est pas seulement les séfarades, c'est aussi l'ashkénaze. D'ailleurs, les séfarades ne sont pas séfarades, les ashkénazes ne sont pas ashkénazes, parce que les juifs qu'on appelle séfarades sont la plupart des nord d'Afrique, pas des séfarades, et les juifs qu'on appelle ashkénazes, comme moi-même, ne sont pas des ashkénazes. Ashkénazes, c'est l'allemand. Et les juifs de l'Europe de l'Est, que les juifs allemands, autrefois, on l'appelle Ostjuden, les juifs de l'Est, et sont, à mon avis, c'est-à-dire cette présence massive démographique des juifs ashkénazes, des juifs de l'Europe de l'Est, vient des conversions massives à l'époque du 8e, 9e siècle. Nous connaissons déjà aujourd'hui plus en plus sur les royaumes des Khazars. Nous savons que beaucoup de Khazars et beaucoup de Slaves s'est convertis au judaïsme. C'est-à-dire il y avait un royaume, au 9e siècle, juif, entre les mers Caspiennes et les mers Rouges, que la frontière était beaucoup plus grande que Judée, beaucoup plus grande que l'époque biblique, un grand royaume qui se judaïsait au 9e siècle, la plupart d'ailleurs, et qui ont résisté au moins 200 ans. Et je crois que les plupart... Des Mongols? Et les Mongols le poussaient après plus en plus vers l'Europe de l'Est. Et cet événement peut expliquer pourquoi, au début du XXe siècle, il y avait tellement de millions de Juifs à l'Europe de l'Est. De où ils sont venus? Ce n'est pas possible qu'ils sont venus d'Allemagne. Donc, à mon avis, les présents Juifs, en arrivant à la modernité, les présents Juifs, contrairement à toutes les imaginaires que nous avons comme peuple race qui a erré pendant 2000 ans, je crois que cette vivacité de cette religion, avec cette force, ce désir de convertir, qui a fait qu'il y avait tellement de Juifs à l'Est et à l'Ouest. Et les parts de ces Juifs qui ont quitté les Palestines autrefois est minime. C'est-à-dire, à mon avis, Hitler a eu tort. Hitler a eu tort en pensant que les Juifs c'est une race. Il s'est trompé complètement. Il s'est trompé complètement. Et malheureusement, il y a encore des Juifs en Israël et en France et ailleurs, qui pensent toujours que les Juifs, c'est une race, une peuple race, avec une origine. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent aujourd'hui, pas des sans juifs, parce que c'est idiot, mais des jeunes juifs. Jeunes, on dit en français jeunes. ADN. ADN. ADN, ils cherchent ADN. Les gènes. Gènes. Pardon, le gène juif. Oui, il y a des laboratoires qui cherchent les gènes juifs. Et ça, c'est, à mon avis, très triste pour prouver une identité commune. Shlomo Sand, les auditeurs écoutent et se disent, mais attends, c'est incroyable, comment est-ce que soudain arrive ce chercheur israélien, sympathique comme tout, qui nous apprend tout ça? Est-ce qu'il y a des antécédents? Vous n'allez pas nous faire croire, vous êtes le premier à mettre le doigt sur toutes ces histoires-là. Il y a des précédents, il y a des chercheurs qui vous ont précédé, que vous suivez. Enfin, vous n'êtes pas le premier à découvrir tout ça. Pas seulement ça, je vais aller plus loin. Pas à cause des modesties, mais à cause de la recherche d'honnêteté. Je ne dévoile pas rien de tout nouveau dans les livres.
Je prends un certain savoir, je l'organise différemment. Vous savez que parfois, bon, je suis allé spécialiste d'antiquité, spécialiste de l'Europe de l'Est, poser des questions, etc. Rien de nouveau dans mon livre. Une chose je faisais. J'organisais différemment le savoir. Et à propos de la question, est-ce qu'il y avait des précédents? Oui, nous savons qu'un homme comme Arthur Koestler, par exemple, qui était un écrivain, Arthur Koestler, oui. qui a tombé sur l'histoire de Khazar par hasard, lui qui était autrefois un sioniste, a tombé sur ça. C'était d'origine juive hongroise, s'est intéressé à ses origines, et il a publié ce livre qui vient d'être, je crois, retraduit en français, le 13e tribu. Et voilà, donc je n'ai pas dévoilé rien du tout de nouveau. J'ai organisé différemment le savoir. Et parfois, vous savez, vous changez le rapport entre des détails et les images est complètement différent. Donc, oui, il y avait beaucoup de chercheurs avant moi. Et en plus, je crois que l'historiographie sioniste, il y a 60 ans, a eu moins peur de dire, voilà, notre origine est khazare, notre origine est slave, notre origine est berbère. Avant 67, l'historiographie sioniste craignait moins pour la justification de l'existence, de notre existence au Proche-Orient. Donc, ils étaient beaucoup plus généreux en face de ces matériaux qui montrent que le judaïsme était une religion prosélytiste et la plupart des juifs, leur origine était différente que la plupart des gens pensent aujourd'hui. Donc, franchement, rien de nouveau dans le livre, à une chose, le savoir est organisé différemment. Je essaie de faire de façon le plus rationnelle, mais cette savoir organisé différemment fait un éclat. C'est-à-dire, les gens sont mal à l'aise avec ça. Vous évoquez l'archéologie aussi, qui vient corroborer vos découvertes. Oui, c'est-à-dire l'archéologie israélienne, surtout à partir des années 80-90. D'ailleurs, je m'occupe de ça dans le premier chapitre. D'ailleurs, c'est le point de départ. Moi, je me souviens être à l'université, écouter il y a 15 ans, une conférence de la part d'un archéologue qui me dit que la sortie d'Égypte jamais n'a pas eu lieu. Mais l'archéologie, dans l'année 90, commence à dévoiler et contredire la plupart des choses dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible, qui est une grande œuvre théologique, est devenue, au deuxième moitié du XIXe siècle, un livre d'histoire. Moi, j'ai essayé de contribuer à rendre les livres son gloire théologique et réduire ses côtés pseudo-historiques. Sa valeur historique, oui. Je crois que la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un grand livre littéraire, un grand livre poétique, un grand livre théologique, mais pas histoire. Au passage, vous dites un truc sur la Bible, c'est que c'est passé de main en main, d'auteur en auteur, au fil du temps, qui ont repris Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque qui a été écrite par tellement des auteurs différents, avec des goûts différents, avec ceux qui les côtés universalistes les plaisaient beaucoup, à ceux qui, justement, l'ethnocentrisme, la fermeture sur soi-même. Donc, la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, une riche bibliothèque. Il faut prendre les livres des rayons d'histoire et rendre ça dans le rayon théologique. Oui. Mais sur le rayon histoire, finalement, ce que vous nous apprenez, c'est que en fait, sur l'histoire des Juifs, on a l'histoire racontée par Flavius Joseph, à un moment, dont parle par ailleurs Pierre Vidal-Naquet. Bon. Oui. Et puis, il faut attendre quasiment le XVIIIe siècle pour qu'on se penche sur l'histoire des Juifs. Pourquoi ce trou? Pourquoi si long? Pourquoi est-ce qu'on s'intéressait pas à l'histoire de ce peuple? En arrivant chaque fois en France, ça m'amuse qu'on parle juif, peuple des mémoires, etc. Non. Les Juifs n'ont pas écrit leur histoire, n'ont pas aimé leur mémoire. Il y avait les mémoires bibliques, oui. Mais vous savez qu'à partir de Joseph, jusqu'à la modernité, c'est-à-dire jusqu'à le 19e siècle, les Juifs n'ont pas écrit leur propre histoire. Il n'y a pas de livre d'histoire, presque pas. Bon, je vais être prudent. Il y a ici et là des petites choses, vraiment des petites choses marginales. Mais les Juifs n'ont pas eu de mémoire. C'est-à-dire, ils n'ont pas raconté leur propre malheur. De tout, hein. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des chroniques d'Église pendant le Moyen-Âge. Cette masse de chroniques que l'Église nous a laissées, nous n'avons pas ça de la part des rabbinats. Pourquoi? Alors? À mon avis, parce que le temps pour les rabbins n'était pas un temps historique. C'est-à-dire, il n'y avait pas hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, il n'y a pas ce sens historique. En lisant la Bible, ils n'ont pas lu leur passé.
mais l'ère présent et l'ère future. C'est-à-dire, tous les concepts, les notions de temps étaient différents. Pour vous dire, un juif au Moyen-Âge savait qu'il peut sortir dans la rue et raconter Eliyahu. Eliyahu, c'est un des prophètes. C'est-à-dire, il n'y avait pas ici et ailleurs. Vous comprenez, les notions de temps étaient différentes, donc il n'y avait pas une nécessité d'écrire une chronique historique. Un fait, les Juifs n'ont pas une mémoire, sauf les mémoires théologiques, très importantes, qui peut-être est les bases de leur identité, cette mémoire biblique, mais il n'y a pas une notion de durée historique, qui sont dedans. Jusqu'à le 19e siècle, avec le réveil des historiographies, il y a eu aussi, surtout en Allemagne, des historiens juifs, et les premiers historiens juifs, qui commencent à écrire l'histoire juive. Je parle sur Jos, Zuns et des autres. Ils ne pensent pas qu'ils sont en train d'écrire une histoire d'un peuple, mais une histoire d'une civilisation religieuse. C'est-à-dire, eux, ils se considèrent comme Allemands, c'est-à-dire, ils voulaient bâtir une grande république allemande. Je parle sur les première moitié du XIXe siècle. Donc, les premières écritures de l'histoire juive n'est pas une histoire d'une nation, d'une race ou d'un peuple, c'est une histoire des communautés religieuses qui sont dispersées, qui leur origine est différente. Donc, à certaines façons, si vous voulez savoir, pas seulement que je n'ai rien découvert, mais je suis allé en arrière et dévoilé les premiers grands historiens juifs. Et je crois que je suis une héritière de ces historiens-là. On continue avec Shlomo Sand pour son bouquin « Comment le peuple juif fut inventé », un livre qui a eu un grand succès en Israël dans sa version, sa première version en hébreu, et qui maintenant vient d'être traduit en français. Ensuite, avec le développement du sionisme, on aura toute une série d'historiens sionistes qui baignent dans l'idéologie sioniste et qui iront chercher dans l'histoire les justifications, évidemment, du sionisme. Une chose, c'est-à-dire les justifications qui sont nations, comme la France, comme l'Allemagne. D'ailleurs, c'est calqué sur les notions, à mon avis, de nations allemandes, malheureusement, des peuples allemands, des folk allemands. C'est-à-dire l'histographie sioniste des immédiatés du XIXe siècle, j'essaie de montrer ça, et essaie de façonner l'histoire juive après le modèle des historiens allemands, plutôt, et malheureusement, folkistes. C'est-à-dire, bon, pas tous les historiens allemands sont on commence à arriver vers les derniers chapitres, c'est-à-dire, il y a un côté critique, pas seulement que l'histoire était un peu légendaire, mais aussi les sens des identités modernes, des juifs modernes. Donc, les modèles de ces historiens sionistes ou pré-sionistes et les modèles allemands, pas républicains français, pas britanniques, mais plutôt une notion que les peuples modernes existent parce qu'ils existaient déjà au début des temps. C'est-à-dire, pour les Allemands, un vrai Allemand était si quelqu'un est descendu des Teutons, des Ariens, etc. Voilà, de ces historiens, Graetz et ceux qui le suivent, Heinrich Graetz, le premier grand historien nationaliste, si vous voulez. Bon, le modèle est une ethnos, j'appelle ça ethnos, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois biologique un peu, c'est-à-dire il y a une origine commune. D'ailleurs, en France aussi, le XIXe siècle, on sait qu'il y avait une discussion, est-ce qu'on est des Gaulois ou des Francs? Vous savez, bon, il y avait à certains moments, on a cru que tous les Français sont des descendants des Gaulois. C'était très populaire, hein. Nous sommes des Gaulois, hein. Jusqu'à le XXe siècle, des lycéens, on disait, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Voilà. Oui. Je crois que moins ou moins de Français croient que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Malheureusement, beaucoup de Juifs et beaucoup d'Israéliens croient que leurs ancêtres étaient les Hébreux. Bon, mon livre essaie de montrer que les Gaulois n'est pas des vrais ancêtres des Français d'aujourd'hui. Les Hébreux, les anciens Juifs ou Judiens ne sont pas leurs vrais ancêtres. Sauf que la deuxième moitié du XIXe siècle, exactement comme en France, les historiens essayent de façonner une image d'un peuple fermé, descendant d'un certain peuple antique, et qui continuait à errer dans l'histoire. Et voilà, c'est ça que je commence à critiquer plus en plus les notions de bâtir une nation juive moderne sur les bases, j'appelle ça ethnobiologique ou ethno-religieux, qui plus en plus prend les critères des nations de l'Europe de l'Est et de Centre-Europe et pas l'Europe de l'Ouest.
C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous allez définir la nation française, vous n'allez pas appuyer sur des notions biologiques. C'est-à-dire, quelqu'un est français, s'il a la culture française... Il y a quand même une leçon de l'histoire du XXe siècle qui fait qu'on a plutôt tendance, on espère en tout cas, à repousser ces notions-là. Oui, c'est-à-dire, c'est une notion, si vous voulez, d'origine biologique commune. Si vous voulez savoir, le plus grand malheur du XXe siècle vient en partie de cette notion que nous sommes d'origine commune, biologique. Et je parle ici, justement, des choses qui se développent en Allemagne et ailleurs aussi, avec cette notion que nous avons, c'est-à-dire nous sommes venus de quelque part et nous sommes on marche vers quelque idéal, si vous fermez. Le sionisme, l'historiographie sioniste, est basée sur la notion, j'appelle ça dans le livre, ethnocentriste. Si vous n'êtes pas des parents juifs, vous n'êtes pas juif. Vous ne pouvez pas devenir juif, sauf si vous convertissez religieusement. Mais si vous n'êtes pas religieux, donc vous ne pouvez pas entrer dans le peuple juif, vous ne pouvez pas sortir du peuple juif. C'est quelque chose ethnocentriste, et c'est la base de la définition d'État d'Israël. Et si vous voulez, on peut arriver déjà à cette bottom line de mon livre, qui dit que cette historiographie, qui était forgée autour de la nation d'un peuple juif fermé, ethnocentrique, est la base, si vous voulez, des lois, d'esprit des lois en Israël pour définir qui est citoyen, à qui l'État d'Israël appartient. Et si vous voulez, mon livre, qui est un livre en histoire, une déconstruction d'un discours historiographique, d'un récit historiographique, parallèlement, le dernier chapitre, j'espère que je ne sors pas trop loin, mais le dernier chapitre, j'ai décidé de ne pas rester seulement un historien. Comme au début du livre, je raconte certains côtés personnels qui a des rapports avec l'histoire et les malheurs de l'histoire. À la fin du livre, je laisse le territoire typique des historiens et je entre dans une certaine analyse socio et politique de l'existence d'État d'Israël. Et une chose, je fais ça. C'était très important pour moi, pour les Israéliens et aussi pour les Français d'origine juive et de non-origine juive, pour dire qu'il y a un paradoxe avec l'existence de ma propre État en Israël. Quel paradoxe? Nous savons tous que la démocratie moderne est basée sur le principe que l'État appartient à ses citoyens. C'est-à-dire à partir de la modernité politique, nous savons que l'État moderne, État national, appartient à la nation, c'est-à-dire à la communauté des citoyens. Nous savons que chacun qui est défini comme français, l'État de la France, lui appartient. Vous ne pouvez pas dire que la France appartient seulement aux catholiques. Vous êtes d'accord? Et exactement comme l'Espagne n'appartient pas seulement aux Castiliens. Mais nous savons très bien, on n'a pas eu besoin, le président nous rappelle, que les bases peut-être de la culture française est catholique. D'accord? Les points de départ. Mais personne ne va pas définir la culture française sur le catholicisme. Et il ne va pas dire qu'un citoyen qui n'est pas catholique, qui est protestant ou juif, la France l'appartient un peu moins. J'ai vécu toute ma vie dans un État qui dit qu'il n'est pas d'État de ses citoyens, mais c'est l'État du peuple juif. Bon, à 48, comme l'État a été battu, c'était normal après le Shoah, après cette douleur profonde, chercher une place et dire, voilà, l'État d'Israël, c'est un État juif. D'accord, 48. Nous sommes à 2008. Et voilà, cet État continue à se définir, pas comme État démocratique de ses propres citoyens, c'est-à-dire, vous devez savoir qu'il y a 25% des citoyens israéliens qui ne sont pas définis comme juifs. 20% arabes, 5% des immigrants qui viennent de l'Europe de l'Est, qui par hasard étaient mariés avec des juifs, mais ils ne sont pas considérés dans le cadre d'identité comme juifs. Voilà. Si l'État est État juif, ou appartient au peuple juif, il y a des lois propres qui disent que cet État est un État juif et appartient au peuple juif. Donc, ça n'appartient pas à un collègue qui travaille à le même étage à l'université de Tel Aviv, qui sont d'origine et arabes, palestiniens. Bon, il y a un paradoxe. Ah oui. Et paradoxe dangereux pour l'existence de cet État. Parce qu'en fin de compte, toute cette démarche historique, ce n'est pas nier l'existence de l'État d'Israël. Sauf que, je pose une question.
Est-ce qu'un État qui se définit comme il appartient à une population en majorité qui vit hors d'État, qui ne veut pas vivre dans cet État, parce que nous savons qu'il n'y a pas une place dans le monde qu'un Juif ne peut pas émigrer vers Israël. Bon, mais les Juifs, en général, préfèrent vivre sur des autres souverainetés, pas une souveraineté juive. C'est leur goût, d'accord? C'est leur droit. Mais je n'arrive pas à comprendre comment je peux continuer dans un État qui dit que cet État, excusez-moi, appartient plutôt à Finkielkraut, qui a un collègue qui travaille avec moi à le même étage de l'Université de Tel Aviv, qui est un arabe. Peut-être Finkielkraut ne veut pas que cet État sera à lui, mais après les lois, l'esprit des lois israéliennes, cet État lui appartient. Vous savez, comme je suis historien, je sais très bien que les malheurs du XXe siècle sont une chose qu'il faut rester dans la mémoire. Donc je crois que si l'État d'Israël insiste de rester un État de refuge pour des Juifs qui sont persécutés, je crois que c'est logique. D'accord? Bon, c'est un peu exceptionnel, mais pour des Juifs persécutés à cause de leur origine ou leur foi, je peux, comme démocrate et libéral, je peux accepter ça. Mais qu'un État ne dit pas ça. Il dit que cet État appartient automatiquement aux Juifs du monde. Je me demande, mes étudiants palestino-israéliens, je parle sur les Arabes citoyens d'Israël, mes étudiants qui parlent hébreu comme moi, parfois mieux aujourd'hui, c'est une troisième génération, combien de temps ils vont accepter vivre un État qui sont nés, qui sont partie de la culture, mais c'est défini comme un État des autres. À mon avis, c'est une des choses qui va détruire cet État. Shlomo, je me demande comment votre livre va être reçu ici. Vous nous dites qu'en Israël, le livre est un succès, fait débat, non seulement auprès de vos étudiants des milieux intello, etc. Oui, c'est dépassé tout le monde discute de ce bouquin et vous engueule ou vous approuve ou vous conteste, etc. Enfin, c'est-à-dire que vous faites votre boulot d'intellectuel, finalement, tout simplement. Je me demande comment le livre va être accueilli en France. Est-ce que ça va aussi susciter des débats, revenir à ce que je disais tout à fait au début, en disant est-ce qu'on va agrandir un peu l'espace du débat qui est en voie de rétrécissement, ou bien est-ce qu'il va y avoir un silence poli ou pas d'ailleurs autour de ce bouquin, comme c'était le cas pour le livre d'Abraham Burg, par exemple, il y a quelques mois. Daniel, oui. Vous savez, un historien, c'est un prophète du passé. Donc j'essaie toute ma vie de prophétiser le passé, et vous me demandez de prophétiser le futur. Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire, je n'arrive pas à imaginer comment ça peut être reçu. J'espère que les gens vont le lire pour pour Israël. Je voudrais que beaucoup de gens lisent ça et beaucoup de gens comprennent quelle situation politique moi et mes élèves palestiniens d'Israël se trouvent en Israël aujourd'hui. Et savoir si ça va réveiller un intérêt, j'espère bien. Maintenant, pour être franc, je crains que beaucoup de gens, le livre ne va pas plaire. Ne va pas plaire parce que je dévoile des côtés sur Israël que beaucoup de gens ne veulent pas parler. Bon, il y a des gens qui disent, oui, Israël ne va pas être occupant, il faut se retirer des territoires occupés, mais l'État doit rester juif. Et moi, l'analyse historique que je fais sur la notion vide du judaïsme laïque, vide à mon avis, dans le sens moderne du judaïsme est vide. Et le fait que cet État se définit comme juif, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de judité dans cet État d'ailleurs. Mais je crains beaucoup qu'il y aura beaucoup de Français, probablement d'origine juive, que le livre va le déranger. Bon, et s'ils ne sont pas racistes, à fin de compte, à la fin des lectures, ils vont comprendre que cet livre doit être une contribution pour l'existence d'Israël à la longue. C'est-à-dire, je suis pour un compromis, je suis pour le moment pour deux États qui vont être confédérés. Et peut-être un jour, on va vivre ensemble avec tous les Arabes en Palestine. Mais en principe, je suis pour le partage pour le moment, pour une coexistence dans une confédération. Je crois que cet livre, en principe, doit contribuer à cette, force d'Israël d'exister. Parce qu'un État qui nie les droits d'un quart de cette population va créer demain une révolte, pas à Jénine, pas à Nablus, mais en Galilée. Mes étudiants aujourd'hui vont se révolter
comme au Kosovo. Vous comprenez? C'est-à-dire, si un État dit que ce n'est pas leur propre État, donc ils vont créer un État au Galilée, sera un État de ses citoyens. Ils vont être dans leur plein droit. Maintenant, mon livre essaie d'éclairer ça, et demander, exiger de mes autorités, des classes politiques israéliennes, d'être conscience. Et je demande aussi des Juifs du monde, s'ils veulent aider Israël, qu'ils nous aident de devenir le plus vite possible une république de ses citoyens. Donc, je crains un peu qu'il y aura les gens qui vont m'attaquer. C'est normal, d'ailleurs. Tant que c'est légitime, cette attaque, tant que ce n'est pas physique, tant que c'est intellectuel, allez-y. C'est juste de bagarrer autour des idées comme ça qui touchent, à mon avis, pas seulement à la politique immédiate, pas seulement à la position morale, mais à notre propre histoire et qui a un rapport direct avec l'avenir. Donc, s'il y aura des bagarres... vous êtes là. Je suis là, je vais revenir pour continuer à bagarrer. Merci beaucoup, Shlomo Sand.